Dans cette vidéo, nous allons analyser le premier exemple, celui qui se rapportait à un plan de type niché. Nous avions déjà vu qu'on s'intéressait à des couples de joueurs de tennis et qu'on suspectait qu'il y avait l'effet d'une variable indépendante qui était le type de préparation à trois modalités sur une VD scale qui était un indice de performance. On a compris que ce scénario impliquerait de faire une ANOVA à mesure répétée, au fait qu'on ne s'intéresse pas à des joueurs isolés mais à des couples de joueurs et qu'il y a nécessairement un lien de dépendance entre les scores des deux joueurs au sein d'un couple. Si on avait étudié des joueurs isolés plutôt que d'étudier des couples, on aurait tout simplement pu faire une one-way ANOVA, soit un test que vous connaissez déjà depuis ANAD 2. Vous savez qu'il y a une condition d'application d'ordre méthodologique pour pouvoir réaliser une one-way ANOVA. Il s'agit du fait que les observations doivent être indépendantes les unes par rapport aux autres. C'est l'histoire des tirages aléatoires avec remise. Or ici, clairement, il n'y a pas d'indépendance entre les observations puisqu'on travaille avec des couples de joueurs. Si vous ignoriez le fait qu'il y a une dépendance entre certaines observations et que vous traitiez les 60 personnes comme 60 individus statistiques distincts, eh bien, vous vous retrouveriez avec une mesure de statistique F qui serait biaisée, en l'occurrence, elle serait artificiellement gonflée dans cet exemple, si bien que les résultats ne seraient pas fiables. Donc, on ne peut surtout pas opter pour cette technique-là. Par contre, si toutes les observations ne sont pas indépendantes entre elles, ce qui est indépendant, ce sont les différents couples, du moins s'ils ont été sélectionnés de manière aléatoire. Si on arrivait à trouver le moyen d'avoir un seul score par couple, on se retrouverait donc avec un ensemble de 30 mesures qui seraient toutes indépendantes les unes des autres. En calculant un score unique par couple, on est bien sûr plus capable d'établir de différences entre les deux joueurs au sein d'un couple, puisqu'on a fusionné leurs scores. Mais ce n'est pas grave, puisque la différence entre ces deux joueurs n'est pas un facteur d'intérêt dans notre design. Le seul facteur d'intérêt, c'est la différence entre les trois conditions définies par le facteur préparation. Intuitivement, vous pourriez vous dire que le plus simple serait de calculer la moyenne de toutes les observations qu'on retrouve au sein d'un individu statistique, soit par exemple, pour ce premier sujet, de faire 52 plus 54 le tout divisé par 2, ce qui nous donnerait un score de 53. Et effectivement, d'un point de vue intuitif, c'est une solution qui semble tout à fait adéquate. Nous allons opter pour une solution qui est un tout petit peu différente, c'est-à-dire que plutôt que d'additionner toutes les mesures répétées et de les diviser par le nombre de mesures répétées, nous allons additionner toutes les mesures répétées et les diviser par la racine carrée du nombre de mesures répétées. Pourquoi faire ça? Vous savez que lorsqu'on fait une ANOVA, on calcule une statistique f, ce qui implique au préalable de calculer des sum of squares, celle de la variabilité intergroupe et celle de la variabilité intragroupe. Dans la mesure où on calcule un score unique par individu statistique, on réduit le nombre d'observations. On va en fait diviser le nombre d'observations par le nombre de mesures répétées. Au départ, on en avait 60, à la fin, on n'en a plus que 30. Puisqu'on réduit le nombre d'observations, cela va nécessairement impacter le calcul des sum of squares, si bien qu'en fait, les valeurs qui vont apparaître dans la sortie d'Anjamovi ne seront pas égales aux valeurs que vous pourriez calculer manuellement sur base des 60 observations. C'est simplement pour éviter de devoir plus tard transformer linéairement les valeurs des sum of squares dans les sorties de Jamovi qu'on fait cette transformation tout de suite. En faisant cela, vous vous assurez que les valeurs des sum of squares qui vont apparaître dans vos différentes sorties dans Jamovi sont exactement égales à celles que vous calculeriez à la main sur base de toutes les observations. Histoire de faire un petit parallèle avec la formule que vous verrez dans le cours théorique que voici sur les WKI, je vais vous démontrer que ce que je vous ai expliqué simplement, l'addition de toutes les observations divisées par racine de S, est bien un cas particulier de cette fameuse variable WKI. Cette fameuse variable WKI, vous allez amplement l'utiliser dans le contexte des ANOVA à mesure répétée. Pour chaque sujet, au numérateur, on calcule la somme de toutes les mesures répétées qui ont été pondérées par une certaine valeur, qui pourra plus tard, dans certains contextes, correspondre par exemple à des codes contrastes. Et ensuite, au dénominateur, on va calculer la racine carrée de la somme de toutes les pondérations LVE carré. Dans le calcul du W0i, la pondération pour chaque mesure répétée est de 1. Autrement dit, notre formule devient ceci, somme de toutes les mesures répétées multipliées par 1 divisé par S fois 1 au carré. Ce qui, en simplifiant encore, nous donne bien la somme de toutes les mesures répétées divisée par la racine carrée de S. On va le faire tout de suite dans Jamovi et pour ce faire, vous pouvez ouvrir la base de données tennis.omv. Je vais créer une nouvelle variable qui correspondra au fameux score composite W0i calculé pour chaque couple de joueurs de tennis. Le moyen le plus rapide de créer une variable, c'est de double-cliquer sur la zone grisée au-dessus d'une colonne vierge
Et on va ensuite aller dans New Computed Variable, puisque la variable qu'on veut créer est une recombinaison linéaire de deux variables déjà existantes dans la base de données. Je vais appeler ma variable w0i, et voici le calcul à effectuer. Nous allons additionner le score de performance des joueurs 1 et des joueurs 2. Comme je vous l'ai déjà conseillé précédemment, pour éviter de faire des fautes de frappe ou de se tromper dans la manière de retranscrire le nom de la variable, le plus simple est de cliquer sur le symbole de la fonction et ensuite d'aller sélectionner le nom de la variable qui nous intéresse en double-cliquant dessus. Je vais double-cliquer sur performance joueur 1 plus performance joueur 2. À présent, cette somme doit être divisée par la racine carrée du nombre de mesures répétées, soit par la racine carrée de 2. Gardez à l'esprit que la division a toujours priorité sur l'addition en mathématiques, et donc pour cette raison, pour s'assurer que ce soit bien l'ensemble de l'addition qui soit divisé par la racine carrée de 2, vous allez devoir placer tout le terme de l'addition entre parenthèses. Une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter le symbole de la division, et à présent nous allons introduire une fonction pour calculer la racine carrée de 2. Cette fonction, vous pouvez la retrouver parmi les functions mathématiques dans le menu, il s'agit de SQRT. SQRT pour Square Roots. Entre parenthèses, je vais indiquer quel est le nombre dont je veux calculer la racine carrée, et il s'agit de 2. Ensuite, vous pouvez cliquer sur Enter, et la variable W0i va se créer, et pour chaque sujet, on aura un score composite. Si bien que maintenant, on retombe sur une situation tout à fait classique d'une one-way ANOVA, et on utilisera le score W0i comme variable dépendante, et la variable préparation comme variable indépendante. Vous connaissez déjà bien la one-way ANOVA, et vous serez donc familier avec la plupart des étapes qui vont suivre. On va commencer par clairement spécifier nos hypothèses de recherche, hypothèse nulle et hypothèse alternative. Ensuite, on vérifiera si on est bien dans les conditions pour réaliser notre one-way ANOVA, qu'on fera dans un temps suivant et qu'on reproduira ensuite en passant par le menu de la régression pour pouvoir établir les équations des modèles compacts et augmentés. C'est au niveau de cette dernière étape qu'il y aura une petite spécificité qui vous est inconnue. Nous venons de calculer une variable W0i qui nous servira de variable dépendante. Cette variable n'est pas exprimée dans la même unité que les scores de performance. En effet, il s'agit de l'unité divisée par la racine carrée de 2. Pour m'assurer que vous compreniez bien ce que je veux dire par là, je vais partir d'un autre exemple qui est peut-être plus parlant. Imaginons qu'on s'intéresse à la taille de deux personnes et qu'on décide de calculer un score composite sur base de la taille de ces deux personnes. Mettons que la première mesure 160 cm et que la deuxième mesure 180 cm. Si j'avais simplement calculé la moyenne des deux scores, je me serais retrouvé avec une moyenne de 170 cm. Mais dans le cas présent, je ne calcule pas une simple moyenne. J'additionne les deux scores et je les divise non pas par 2, mais par la racine carrée de 2. Ce qui fait que l'unité du score composite n'est pas exprimée en centimètres, mais en centimètres sur racine de 2. Fatalement, si je travaille avec une variable qui est exprimée en centimètres sur racine de 2, les équations de prédiction seront calculées avec des valeurs de coefficients dans cette même unité, en centimètres sur racine de 2, si bien que finalement, la prédiction que l'on fera sur base de notre équation sera elle aussi exprimée en centimètres sur racine de 2. Le but d'une équation de prédiction, c'est de pouvoir prédire un score pour un sujet particulier. Or, si je me retrouve dans une situation où j'ai envie de pouvoir prédire la taille de certains participants et que la réponse donnée est exprimée en centimètres sur racine de 2, je vais devoir faire une transformation linéaire de la réponse pour obtenir la réponse qui m'intéresse réellement, soit celle exprimée en centimètres. Et c'est justement pour éviter de devoir transformer la réponse finale que l'on va opérer à une transformation linéaire des coefficients des modèles compacts et augmentés, de sorte à ce qu'ils soient exprimés dans l'unité de départ et que du coup, la prédiction qui soit faite sur base des équations soit elle aussi exprimée dans l'unité de départ. Nous y reviendrons le moment voulu. On va définir les hypothèses de recherche. Voici l'hypothèse de recherche et comme vous pouvez le constater, on s'attend à ce que les performances moyennes soient meilleures pour les personnes qui ont suivi une préparation spécifique, sans qu'on s'attende à ce qu'il y ait une différence significative entre ceux qui ont reçu un entraînement confiance en soi ou gestion du stress. Vous devez noter qu'à travers cette hypothèse, on spécifie à l'avance où est-ce qu'on s'attend à observer une différence. On s'attend à observer une différence entre tous ceux qui ont reçu un entraînement spécifique et tous ceux qui n'ont reçu aucune préparation. Dans la mesure où on a une idée à l'avance de l'endroit suspecté de la différence, il conviendra de définir des codes contrastes et ensuite de définir nos hypothèses pour chacun des codes contrastes.
Vous savez que lorsque la variable indépendante contient trois modalités, il faudra définir deux contrastes linéaires. En effet, on doit toujours définir m-1 contraste linéaire, où m correspond au nombre de modalités de la variable étudiée. Le premier contraste sera toujours celui qui va traduire l'hypothèse du chercheur. Or, d'après l'hypothèse, on s'attend à ce que le score de performance moyen soit plus élevé pour les joueurs ayant reçu un entraînement spécifique, peu importe que ce soit confiance en soi ou gestion du stress, par rapport à ceux qui n'ont pas reçu de préparation supplémentaire. Trois règles à respecter lorsqu'on définit un code contraste. La première règle est qu'on mettra un signe à tous les groupes qui appartiennent à un ensemble et le signe opposé à tous les groupes qui appartiennent à l'autre ensemble. On peut par exemple choisir d'attribuer le signe plus au groupe aucune préparation et le signe moins à tous les groupes avec entraînement spécifique. On aurait pu faire l'inverse aussi. La raison pour laquelle j'ai opté pour ce choix, c'est simplement parce que c'est la solution qui a été privilégiée dans le corrigé. La deuxième règle est que tous les groupes appartenant à un seul et même ensemble doivent se voir attribuer exactement le même code contraste. La solution la plus simple est d'attribuer le code 1 ou -1 à tous les groupes qui appartiennent à l'ensemble contenant le plus grand nombre de groupes. La troisième et dernière règle est que la somme de tous les codes contrastes doit valoir 0. Or, la solution pour que la somme de tous les codes contrastes vaille 0 ici est d'attribuer plus 2 au groupe aucune préparation. Le deuxième contraste ne traduit pas à proprement parler une hypothèse de recherche. Il sert simplement à vérifier que la seule différence se trouve là où on l'a suspectée à travers l'hypothèse de recherche. Pour rappel, n'oubliez pas qu'il y a toujours deux parties dans une hypothèse liée à des codes contrastes. La première étant qu'il y a une différence à un endroit spécifique et la deuxième étant qu'il n'y a pas de différence ailleurs qu'à cet endroit spécifique. À travers le deuxième contraste, on va donc comparer les groupes confiance en soi et gestion du stress dans le but de s'assurer qu'il n'y ait pas de différence entre ces deux groupes. Étant donné que le groupe aucune préparation n'est pas impliqué dans cette comparaison, on va attribuer le code 0 à ce groupe-là. Ensuite, on va devoir appliquer les règles des codes contrastes que j'ai déjà rappelées pour comparer les groupes confiance en soi et gestion du stress. La première règle nous dit qu'il faut mettre un signe opposé aux groupes appartenant à des ensembles opposés. La deuxième règle, celle qui dit qu'il faut mettre le même code contraste à tous les groupes appartenant à un seul et même ensemble, ne va pas s'appliquer ici, dans la mesure où il n'y a qu'un seul groupe par ensemble. Par contre, la troisième règle qui dit que la somme de tous les codes contrastes doit valoir 0 va s'appliquer. Une solution, par exemple, ce serait d'établir les codes plus 1 et moins 1. Une bonne pratique pour éviter de faire des erreurs dans la définition des hypothèses, c'est de se demander à l'avance pour chaque contraste, est-ce que je m'attends à un rejet, à un non-rejet de l'hypothèse nulle ou est-ce que je n'ai pas d'attente spécifique par rapport à un contraste donné? Et ensuite, quelle est la latéralité de l'hypothèse que je vais définir? Est-ce que je vais poser des hypothèses unies ou bilatérales? On va commencer par le premier contraste, celui qui va opposer le groupe aucune préparation au groupe confiance en soi et gestion du stress. Dans l'énoncé, on ne se contente pas de dire qu'il y aura une différence entre ces deux ensembles, on spécifie clairement qu'on s'attend à ce que les performances dans les groupes avec entraînement spécifique soient meilleures. Autrement dit, on s'attend à ce que le score de performance moyen dans l'ensemble des groupes avec entraînement spécifique soit supérieur à la moyenne dans le groupe sans entraînement spécifique. Non seulement on va s'attendre à ce qu'il y ait une différence significative, mais on spécifie le sens attendu de la différence, si bien qu'on va s'attendre à rejeter l'hypothèse nulle dans un contexte d'hypothèse unilatérale. En ce qui concerne le deuxième contraste, on spécifie qu'on ne s'attend pas à observer de différence significative de performance moyenne en fonction de la préparation reçue. Autrement dit, on ne s'attend pas à observer une différence significative entre les groupes préparation visant à renforcer la confiance en soi et préparation visant à lutter contre le stress. On définira donc des hypothèses bilatérales pour le deuxième contraste et on s'attendra à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. À présent, on va utiliser cette information pour définir les hypothèses nulles et alternatives et on va se demander, pour chacun des coefficients associés à chaque code contraste, quelles sont nos attentes, c'est-à-dire est-ce qu'on s'attend à ce qu'il soit plus grand, inférieur ou simplement différent de 0. En cas d'hypothèse bilatérale, nos attentes seront toujours que le coefficient sera différent de 0. Par contre, en cas d'hypothèse unilatérale, il faudra déterminer si on s'attend à ce que le coefficient soit significativement positif ou négatif.
Je vous rappelle ici la manière dont on calcule les coefficients associés à chacun des codes contrastes. Vous voyez qu'au numérateur, on va faire la somme des moyennes correspondant à chaque condition qui ont été pondérées par un certain code contraste. Et au dénominateur, on va calculer la somme des pondérations élevées au carré. Notez que le dénominateur sera toujours positif. En effet, un nombre élevé au carré ne peut être que positif et donc nécessairement la somme de toutes les pondérations élevées au carré sera positive. Cela veut dire que le signe du coefficient associé au code contraste sera toujours identique au signe du numérateur. Il suffit donc d'étudier ce numérateur pour pouvoir déterminer si on s'attend à ce que le coefficient soit plus grand ou inférieur à 0 en cas d'hypothèse unilatérale. Nous avions défini des hypothèses de type unilatéral pour le premier contraste C1, et donc on va devoir se demander si on s'attend à ce que le coefficient soit plus grand ou inférieur à 0, en comparant à 0 la somme des moyennes de chacune des conditions qui ont été pondérées par les codes contrastes de C1. Comme il n'est pas forcément évident toujours de but en blanc de déterminer quel sera le signe de cette somme pondérée, on va passer par des petites étapes intermédiaires. D'après l'énoncé, on s'attend à ce que les personnes dans le groupe sans aucune préparation spécifique aient un score de performance moyen inférieur aux personnes ayant reçu un entraînement spécifique. Autrement dit, on s'attend à ce que la moyenne du groupe sans aucune préparation soit inférieure à la moyenne des groupes avec entraînement spécifique, que ce soit confiance ou gestion du stress. J'ai donc calculé la moyenne des moyennes en additionnant les deux moyennes et en divisant l'addition par 2. On va à présent transformer cette inéquation de sorte à mettre en évidence la somme des moyennes pondérées par les codes contrastes. La première étape de simplification sera de faire sauter la fraction dans le terme de droite. Pour ce faire, je peux multiplier les deux termes de l'inéquation par 2, et voilà ce que ça donne. Dans la partie de droite, vous voyez que le 2 au numérateur et au dénominateur vont s'annuler, si bien que je me retrouve avec l'expression suivante: 2 fois la moyenne du groupe sans préparation est inférieure à la somme des moyennes avec confiance et gestion du stress. À présent, je vais faire passer tous les termes de droite dans le terme de gauche de l'inéquation, de sorte à voir apparaître le 0 d'un côté de l'inéquation. Lorsque les termes de droite passent à gauche, le plus devient un moins et je me retrouve donc avec 2 fois la moyenne du groupe sans préparation, moins la moyenne du groupe confiance en soi, moins la moyenne du groupe gestion du stress, est inférieure à 0. Vous reconnaîtrez là la somme des moyennes de chacun des groupes pondérées par les codes contrastes de C1, soit le numérateur dans le calcul du coefficient associé au contraste 1, et vous voyez que cette somme pondérée est censée être inférieure à 0. On en déduit donc que nos attentes par rapport au premier contraste soient que le coefficient est inférieur à 0. L'hypothèse nulle étant toujours définie par opposition à l'hypothèse alternative sera que le premier contraste, ou plutôt le coefficient associé au premier contraste, sera supérieur ou égal à 0. Pour ces deux, ce sera beaucoup plus simple puisqu'on avait défini des hypothèses de type bilatéral. On définira donc simplement comme hypothèse que le coefficient associé à ces deux doit être différent de 0, et donc l'hypothèse nulle sera que le coefficient associé à ces deux est égal à 0. Retournons à présent dans notre base de données, on va faire l'ANOVA et en même temps on va vérifier les conditions d'application de l'ANOVA. Vous connaissez déjà le menu, il s'agit de Analysis ANOVA, ANOVA. Vous ne pourrez pas passer par One Way ANOVA, simplement parce que ce menu ne propose pas la possibilité d'introduire des codes contrastes. Voilà pourquoi je suis obligée de passer par ANOVA ANOVA. Comme toujours, vous placerez la variable dépendante dans la zone Dependent Variable. Vous placerez la préparation dans la zone Fixed Factors. Et ensuite, on va aller cocher toutes les options nécessaires, non seulement pour vérifier les conditions d'application, mais aussi pour définir nos codes contrastes et pouvoir tester la significativité de chacun d'eux. On va commencer par les conditions d'application. Vous pouvez vous rendre dans la zone Assumption Checks. Et là, vous aurez la possibilité de vérifier toutes les conditions d'application d'ordre statistique, à savoir l'homogénéité des variances et la normalité des résidus. Je vous rappelle que dans Jamovi, il n'y a pas encore d'alternative au contraste linéaire qui soit robuste à l'hétéroscédasticité, et c'est pour cette raison qu'on est obligé de vérifier l'homogénéité des variances via le test de Leven. Comme je n'ai rien spécifié, on va travailler avec un risque alpha de 5% tout le long de l'exercice. Et si on se reporte à la sortie du test de Leven, on constate que la p-valeur est bien supérieure au risque alpha de 5% et nous amène donc à ne pas rejeter l'hypothèse d'homocédasticité.
En ce qui concerne la normalité des résidus, je vois que le test de Shapiro-Wilk m'amène à ne pas rejeter l'hypothèse de normalité, puisque ma p-valeur est supérieure au risque alpha. Et si je regarde le QQ-plot, je constate que l'ensemble des points sont relativement proches de la diagonale, ce qui me conforte dans l'idée qu'a priori, il n'y aura pas de souci de robustesse lié à la condition de normalité. À présent, on va tester la significativité de chacun des contrastes. Et à ce sujet, on n'a pas encore été spécifier nos contrastes dans le menu, donc je vais retourner dans le menu. Si jamais vous l'aviez déjà fermé, eh bien, il est possible de le rouvrir simplement en cliquant sur n'importe lequel des outputs du menu et vous voyez que automatiquement la page se rouvre. Et donc, je vais me rendre dans la zone Contrasts et je vais spécifier quels sont mes contrastes par rapport au facteur préparation. On s'attend à ce qu'un groupe donne des résultats significativement différents de tous les autres groupes, ce qui est le propre des contrastes de type Helmert. Attention, vous voyez que vous n'avez pas la possibilité de spécifier quel groupe va être opposé à tous les autres. Donc on va bien vérifier que ce soit le bon groupe qui est opposé à tous les autres dans la sortie. Je me rends ici dans l'output des contrastes et je constate que au niveau de la première ligne, ce qui est comparé, c'est le groupe sans préparation supplémentaire vs tous les autres groupes. C'est bien ce que j'espérais, donc tout va bien. N'oubliez pas que si vous désirez modifier l'ordre de sorte à ce que ce soit un autre groupe qui soit comparé à tous les autres, vous pouvez le faire via Data Variable en modifiant l'ordre des niveaux ici. Bon, pour le coup, puisque la comparaison effectuée est celle que je voulais, je ne touche surtout pas à ce menu et je vais regarder pour chacun des contrastes si oui ou non je vais rejeter l'hypothèse nulle que j'ai définie. Attention, n'oubliez pas que les p-valeurs fournies par Jamovi sont toujours des p-valeurs qui se rapportent à des hypothèses bilatérales. Pour le premier contraste, il faudra donc vérifier si les moyennes présentent bien une différence allant dans le sens attendu. Si oui, il faudra diviser la p-valeur fournie par le logiciel par 2 et sinon, il faudra calculer 1 moins p sur 2. Attention, quand vous passez par le menu de la Nova, ne vous fiez pas spécialement au signe de Estimate pour déterminer si les résultats vont dans le bon sens ou pas, simplement parce que vous n'avez pas manuellement préparé vos codes contrastes et donc vous n'êtes pas sûr que le logiciel ait utilisé des codes avec les mêmes signes que vous. Quand on reproduira l'analyse par le menu de la régression, là, vous pourrez vous fier au signe du coefficient puisqu'on aura préalablement manuellement encodé les codes contrastes et donc on aura réellement choisi le signe de chacun des codes contrastes. On va donc encore une fois retourner dans le menu de l'ANOVA et on va se rendre dans la zone Estimated Marginal Means. Et là, on va avoir la possibilité de demander que le programme nous fournisse la moyenne de chacun des groupes définis par le facteur préparation. Vous pouvez avoir un graphique et vous pouvez aussi avoir une table avec les valeurs des moyennes si vous préférez vous fier à des valeurs plutôt qu'à un graphique. Quoi qu'il en soit, vous pourrez constater dans les deux cas que la moyenne du groupe sans préparation est inférieure à la moyenne des deux autres groupes. Il semblerait donc que les résultats vont bien dans le sens de notre hypothèse, puisqu'on s'attendait effectivement à ce que la présence d'un entraînement spécifique améliore les performances moyennes, et donc il conviendra de diviser par 2 la p-valeur fournie par Jamovi en ce qui concerne le premier contraste. On va voir comment noter ça aux normes épiées, mais vous noterez, comme vous le savez normalement déjà, que les degrés de liberté n'apparaissent pas dans cette sortie des contrastes, mais par contre, on sait que les degrés de liberté associés à une statistique T sont toujours égaux au deuxième degré de liberté associé à la statistique F, et vous pourrez donc vous reporter à la sortie de la NOVA pour déterminer que le degré de liberté qui m'intéresse dans les normes épiées, ce sera 27. On écrira que la statistique T associée à 27 degrés de liberté est égale à moins 3,781 et est associée à une p-valeur qui est inférieure à 0,001, ce qui entraîne un rejet de l'hypothèse nulle. À ce stade, je peux dire qu'effectivement, les personnes n'ayant pas suivi d'entraînement spécifique auront un score de performance moyen qui sera significativement inférieur aux personnes ayant reçu un entraînement spécifique, confiance en soi ou gestion du stress. En ce qui concerne le deuxième contraste, il n'est pas nécessaire de transformer la p-valeur puisqu'on avait défini des hypothèses de type bilatéral. On écrira donc pour ces deux que la statistique T associée à 27 degrés de liberté est égale à moins 0,082
et est associé à une p-valeur de 0.935, ce qui est largement supérieur au risque alpha et amènera donc à ne pas rejeter l'hypothèse nulle. Autrement dit, on n'a pas mis en évidence de différence significative entre les personnes ayant reçu un entraînement gestion de la confiance en soi et ceux ayant reçu un entraînement gestion du stress. Le fait que simultanément on ait rejeté l'hypothèse nulle associée au premier contraste et qu'on n'ait pas rejeté l'hypothèse nulle associée au deuxième contraste nous amène à valider l'hypothèse de recherche d'après laquelle suivre un entraînement spécifique améliorerait les performances moyennes sans qu'il n'y ait de différence entre les entraînements confiance en soi ou gestion du stress. Il ne nous reste donc plus qu'une seule chose à faire, c'est de reproduire l'analyse en passant par le menu de la régression, et ce pour pouvoir établir les équations des modèles compacts et augmentés. Et comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, ces équations seront exprimées dans une unité qui n'est pas l'unité qu'on recherche, puisque l'unité de départ a été divisée par racine de 2 au moment où on a créé le score composite W0i, et donc il faudra transformer les équations obtenues dans Jamovi de sorte à avoir des équations exprimées dans la même unité que les scores de performance de départ. On va s'attaquer à tout ça, et la première chose sera d'encoder manuellement C1 et C2 dans la base de données. Vous savez que quand on travaille en post-hoc, on peut directement se rendre dans le menu de la régression, et lorsqu'on placera le facteur dans la zone Factors, celui-ci sera automatiquement transformé en prédicteurs dichotomiques, qui pourront même être centrés si on spécifie le vouloir, mais qui ne correspondront jamais au code contraste qu'on a défini. C'est pour cette raison qu'on va être obligé de spécifier manuellement ce à quoi correspondra exactement C1 et C2. Pour créer C1 d'abord, on va utiliser la variable préparation qui est le facteur, on va regarder quel code correspond à chacun des groupes et on spécifiera dans Jamovi que tous les sujets qui se voient attribuer un code spécifique sur la variable préparation se verront attribuer un autre code qui correspond au code contraste de C1 dans la variable C1 qu'on va créer. Je vais commencer par double-cliquer dans la zone grisée contenant le nom de la variable préparation pour vérifier quel code correspond à quel groupe. Vous voyez que le groupe sans entraînement supplémentaire se voit attribuer le code 1. Le groupe confiance en soi se voit attribuer le code 2. Et enfin, le groupe gestion du stress se voit attribuer le code 3. Rappelez-vous que nous avions défini à travers ces 1 que le groupe sans entraînement spécifique devrait se voir attribuer le code contraste plus 2 et que tous les autres groupes devraient se voir attribuer le code contraste moins 1. C'est ce qu'on va spécifier dans le menu dans Jamovi. Je vais créer une nouvelle variable et pour ce faire, je vais cliquer sur la zone grisée au-dessus d'une colonne vierge et je vais spécifier vouloir faire un recodage d'une variable existante, ce qui se fait via New Transformed Variable. Je vais nommer ma variable, je vais l'appeler C1 et je vais spécifier en variable source que je vais vouloir recoder la variable préparation qui est mon facteur. Je vais créer une transformation via Create New Transformed. Par facilité, au cas où je voudrais réutiliser cette transformation plus tard, je vais lui donner un nom clair, je vais l'appeler C1, et je vais cliquer une fois sur Add Record Conditions. Nous venons de voir que tous les sujets qui se voyaient attribuer le code 1 dans la variable préparation devront se voir attribuer le code 2 dans la variable C1 qu'on est en train de créer. La variable source étant la variable préparation, je vais introduire l'expression suivante. Si le score de la variable source est égal à 1, n'oubliez pas, double égal veut dire est égal à dans le langage Jamovi. Et si le score sur la variable source est égal à 1, alors dans la nouvelle variable que je suis en train de créer, le score devra être 2. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire si le score de la variable source est égal à 2 ou 3, à ce moment-là, je voudrais que le score sur la nouvelle variable que je suis en train de créer est égal à moins 1. Vous pouvez cliquer sur Enter, les scores apparaîtront. Je vous conseille de toujours vérifier si vous avez fait les choses correctement en vérifiant que les codes correspondent bien à ce que vous espérez. Ici, je vois bien que tous les sujets qui se voient attribuer le code 2 appartiennent bien au groupe sans préparation supplémentaire et que tous les autres ont un code égal à moins 1. Puisque tout va bien, on va créer C2. On va s'y prendre de manière très similaire à ce qu'on a fait pour créer C1. Sauf que cette fois, je vais spécifier que tous les sujets qui se voient attribuer le code 1 sur la variable préparation, qui sera la variable source, devront se voir attribuer le code 0 dans la variable C2 que je vais créer. Tous ceux qui se voyaient attribuer le code 2 sur la variable source se verront attribuer le code 1. Et enfin, tous ceux qui se voyaient attribuer le code plus 3 dans la variable source se verront attribuer le code moins 1. On va faire tout ça.
Je crée via new transformed variable une nouvelle variable que j'appelle C2. Je spécifie que la préparation est la variable source. Ensuite, via create new transformed, je crée une nouvelle transformation que je vais appeler C2. Cette fois, je vais cliquer 2 fois sur add record et je vais spécifier que si le score de la variable source est égal à 1, le score sur la variable C2 devra être égal à 0. Si le score sur la variable source est égal à 2, le score sur la variable C2 que je suis en train de créer devra être égal à 1. Et enfin, dans tous les autres cas, c'est-à-dire si le score de la variable source est égal à 3, puisque c'est la seule possibilité qui reste, à ce moment-là, le score sur la variable C2 que je suis en train de créer devra être égal à -1. Je valide en cliquant sur Enter, et voilà la nouvelle variable qui s'est créée avec les codes adéquats. À nouveau, n'hésitez pas à prendre une seconde pour vérifier si tout s'est passé correctement. Je constate bien que pour tous les sujets du groupe sans entraînement spécifique, le score sur ces deux est bien 0. Que pour tous les sujets du groupe confiance en soi, le score est bien 1. Et enfin, que pour tous ceux du groupe gestion du stress, le code est bien -1. Cela correspond donc bien à ce que j'avais défini comme deuxième contraste. J'ai enfin tout le nécessaire pour me rendre dans le menu de la régression. Je vais dans Régression, Linear Regression. Dans le menu, je vais spécifier que la variable W0i est ma variable dépendante. Et plutôt que d'utiliser le facteur préparation, je vais utiliser les deux codes contraste comme prédicteurs. Attention, petite particularité, je vais les placer dans la zone Covariate. Pourquoi? Tout simplement parce que si je les place dans la zone Factors, ils vont automatiquement être recodés par le logiciel. Or, je ne veux surtout pas qu'ils soient recodés puisque j'ai précisé exactement les codes que je voulais définir pour chacun de mes contrastes. On va regarder les sorties et vous verrez apparaître cette sortie dans laquelle vous avez les valeurs des coefficients pour l'intercept, c'est-à-dire bêta 0, bêta 1 et bêta 2. Attention, n'oubliez pas qu'ils sont exprimés dans une métrique W, on devra les transformer dans la métrique Y. La transformation adéquate consistera à diviser chacun des coefficients qui apparaîtront dans mon modèle par la racine carrée du nombre de mesures répétées, soit en l'occurrence par racine carrée de 2. Si vous voulez comprendre pourquoi est-ce que j'ai dû diviser chacun des coefficients par la racine carrée de 2, eh bien je vous renvoie à une vidéo YouTube que vous verrez sur ma chaîne, celle-ci, plan croisé, équation des modèles compacts et augmentés exprimés dans la métrique Y. Comme le nom l'indique, il s'agit d'une vidéo que j'ai créée pour les plans croisés, mais ceci dit, l'explication est très similaire pour les plans nichés. On écrira donc que la prédiction du score de performance, que je vais appeler Y avec un accent circonflexe, sera égale à 93,409 divisé par la racine carrée de 2, moins 5,657 sur racine de 2 fois le premier contraste, moins 0,212 sur racine de 2 fois le deuxième contraste. Si j'ai envie d'établir une prédiction pour un sujet par exemple appartenant au groupe sans entraînement spécifique, dans la mesure où ces sujets se voient attribuer le code 2 sur la variable C1 et le code 0 sur la variable C2, je n'ai plus qu'à appliquer le calcul pour pouvoir déterminer quelle serait la performance pour un tel sujet. On n'en a pas encore tout à fait terminé avec les plans nichés, puisque dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser le tableau complet de décomposition de la variance, ainsi que ce qu'est le coefficient de corrélation intraclasse et comment le calculer dans Jamovi. On n'en a pas encore tout à fait terminé avec les plans nichés, puisque dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser le tableau complet de décomposition de la variance, ainsi que ce qu'est le coefficient de corrélation intraclasse et comment le calculer dans Jamovi.